Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Adeline Acou, je suis responsable de projet prévention chez Harmonie Mutuelle et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure sur le thème Adapter sa vie de femme en harmonie avec l'entreprise. Et la phrase du jour, ce sera celle d'Hillary Clinton qui nous dit « Ne confondez pas avoir une carrière avec avoir une vie ». Donc cette conférence s'inscrit en fait dans le cadre du nouveau programme national de prévention de la santé des femmes qui est proposé par Harmonie Mutuelle, qui a été lancé le 13 mai dernier, avec une table ronde sur les inégalités de genre en santé. Donc si vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez également la regarder sur notre plateforme en replay. Ce programme est exclusivement réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle, femmes ou hommes. Nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Et il a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes, comprendre son corps, son rythme biologique, optimiser son sommeil. Et également des thématiques sur des pathologies féminines, l'endométriose ou le cancer du sein, par exemple, qui a été fait la semaine dernière. Pour cette édition 2024, 11 webinaires ont été programmés. Nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partagent conseils, pratiques et points de repère. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site d'Harmonie Prévention. Et pour cette conférence, nous avons concocté des fiches conseils en lien avec cette thématique d'aujourd'hui qui sont directement téléchargeables depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés, mais si vous avez des questions à poser, on vous invite à les inscrire dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran et nous y répondrons. Donc Valentine Burocoa, qui est sage-femme et cofondatrice de Jean, à qui nous allons laisser la parole dans quelques instants, sera notre intervenante. Et Eric, notre partenaire Akayogi, animera ce webinaire. C'est à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable rencontre. Merci Adeline. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Valentine. On est ravis de vous accueillir donc pour ce webinaire autour de comment adapter sa vie de femme en rythme avec celui de l'entreprise. Et donc Valentine va pouvoir nous guider aujourd'hui. Valentine, tu es donc, d'abord tu as 31 ans, tu es quand même jeune, on peut le dire, sage-femme depuis 8 ans, après des études en médecine. Je crois que vous avez un tronc commun avec la médecine. Et donc tu travailles en milieu hospitalier depuis 3 ans. Depuis 8 ans. Ah, depuis 8 ans. Ouais. Ah oui, depuis le moment où tu es devenue sage-femme. Et donc, il y a 3 ans, par contre, tu as décidé de monter ta boîte. Exactement. Jean. Alors, qu'est-ce que c'est Jean? Jean, donc on l'a monté à 2 avec Isabelle, mon associée, avec la mission de dépoussiérer un peu la santé des femmes et de rehausser les standards de santé féminine. Très concrètement, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on manquait de lieux, de centres dédiés à la santé des femmes qui seraient pluridisciplinaires et donc qui pourraient accompagner les femmes de la puberté à la ménopause avec à la fois des consultations médicales, du paramédical, des approches complémentaires, mais aussi toute une brique collective avec des ateliers, des masterclass. Donc finalement, en fait, l'idée était de créer des vrais parcours de soins adaptés à la santé des femmes. Parfait. Alors, on va donc aborder un petit peu ton parcours, essayer de comprendre en quoi, évidemment, cet équilibre vie pro, vie perso, puisqu'on peut aussi le résumer comme ça, est effectivement légitime pour nous toutes, pour vous toutes et nous tous aussi, pour les hommes, c'est aussi valable pour nous, mais que ce n'est pas un idéal et que c'est quelque chose qui est protéiforme et qui va pouvoir évoluer aussi dans le temps. Ce sera la première partie au travers de ton parcours. Et puis, on regardera en deuxième partie un peu les conseils que tu as pu mettre en place au sein de Jean et dans ta vie de tous les jours. Parfait. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu cette aventure. Voilà, comment est-ce que ça s'est monté cette entreprise et quels, je dirais, obstacles tu as pu rencontrer. Alors déjà, c'était pas du tout prémédité. Ça veut dire que initialement, mon ambition, mon rêve, c'était d'être sage-femme et en carrière hospitalière. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Pas du tout avec une dimension entrepreneuriale. Et puis j'avais le côté sage-femme qu'on connaît vraiment assez classique entre guillemets. Ça veut dire la salle de naissance, les gardes de 12 heures à l'hôpital. Et ces gardes de 12 heures, elles me laissaient pas mal de jours off puisque tu travailles pas toute la semaine. Et sur ces jours off, assez rapidement, j'ai cherché un peu quel type de projet pouvait combler ce temps-là. J'avais une vraie envie de faire, mais je ne savais pas exactement faire, mais faire quoi. Donc j'ai essayé d'investir à l'hôpital dans un premier lieu, donc en dehors du soin en tant que tel, mais plutôt sur le côté organisationnel de l'hôpital. Sauf que l'hôpital, c'est une institution lourde.
avec peu de moyens humains et financiers. Donc finalement, par rapport à ce que j'avais envie de mettre en place, c'était un peu déceptif. Donc j'ai compris qu'il allait falloir que je regarde ailleurs. Donc j'ai eu plein de petits projets, plein de side projects en dehors de ma vie hospitalière. Et notamment une en milieu start-up, santé, mais start-up. Et là, j'ai découvert une toute autre façon de travailler, d'innover. Et c'était une pratique qui m'a pas mal grisée et qui m'a donné envie de découvrir ce que je pouvais faire, moi, avec cette énergie-là. Et à l'époque, j'ai été en colocation avec la personne qui est mon associée aujourd'hui, qui s'appelle Isabelle. Et ça part de discussions canapé enflammées sur la santé des femmes. Et elle n'a pas du tout une casquette médicale à la base. Elle a fait une prépa, une école de commerce, du conseil. Et donc, du coup, elle a ce cerveau que moi, je n'avais pas très structuré et structurant. Et donc, c'est ensemble qu'on a commencé à réfléchir à ce qu'on avait envie de créer. Oui, je crois qu'Isabelle a une partie importante dans votre équilibre, justement. Elle est venue apporter une vision complémentaire à celle que tu avais. Extrêmement complémentaire. Voilà. Donc, on va y revenir. Alors, justement, quand est-ce que dans cette aventure d'entrepreneuriat, tu as commencé à prendre conscience de cette importance d'avoir cet équilibre, en fait, vie pro, vie perso? J'ai mis un peu de temps. En réalité, j'ai bien mis 1 an, si ce n'est 2, à comprendre cette importance d'équilibre vie pro, vie perso. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que nous, en tant que professionnels de santé, on n'est vraiment pas à bonne école là-dessus. On ne te parle pas du tout d'équilibre vie pro, vie perso, puisqu'on a un rythme très particulier. Je faisais des gardes de jour comme de nuit. Les jours fériés, le week-end ou les vacances, c'est pas du tout aussi rythmé. Donc oui, je pouvais autant travailler jour, nuit, week-end, etc. Donc j'avais pas du tout ce sujet-là. Et puis l'autre chose, c'est que j'avais pas du tout de notion de charge mentale non plus, parce que ça, c'est la beauté de ce type d'activité, c'est que quand tu sors de l'hôpital, que tu quittes ta garde, tout ce qui est à l'hôpital reste à l'hôpital. Et donc, pour le coup, quand tu es off, tu es vraiment off. Donc, je connaissais pas du tout ce concept de charge mentale. Donc, au début, quand j'ai commencé Jean avec Isabelle, je pense que j'ai fait absolument toutes les erreurs possibles. D'accord. Ça veut dire que j'arrivais pas à m'arrêter le soir. Enfin, j'avais pas spécialement de notion d'horaire. Donc, je pouvais travailler le soir, je pouvais travailler le week-end. Je faisais l'un comme l'autre. Et je savais pas du tout m'organiser. Ça veut dire que ce concept, déjà, j'ai découvert ce que c'était que de traiter ses mails, d'avoir un Google Agenda. Enfin, je partais vraiment de zéro. De la base, oui, voilà. D'accord. Et donc, du coup, je savais ni m'organiser, ni prioriser. Donc, c'était quand même un beau bazar dans ma tête et dans ma vie perso. Donc là, j'ai commencé à comprendre, j'ai découvert ce concept de charge mentale aussi, avoir une to-do un peu en permanence. En fait, tu n'as jamais plus rien à faire, c'est sans fin. Et j'avais toujours cette sensation que si je travaillais 2 heures de plus, j'allais arriver au bout de ma to-do, ce qui est un leurre. J'aime beaucoup l'image qu'on a pris, tu sais, du hamster dans sa roue, qui croit qu'il va rattraper le temps, mais en fait, non, c'est juste cyclique. Voilà. Et voilà, et donc du coup, j'ai commencé à comprendre que tout ce qu'il allait falloir que je m'organise autrement et que, non, effectivement, il y avait un concept d'équilibre vie pro et vie perso à comprendre parce qu'au bout d'un moment, j'étais fatiguée, quoi. C'est une vraie physique mentale, fatigue physique aussi, une lassitude en fait, et je me suis un peu fait rattraper au vol. Oui, je pense que je me disais un peu que vu le rythme que j'avais à l'hôpital, j'étais capable d'absorber tout ça. Non, en fait, je ne suis pas une surfemme, évidemment que j'ai atteint mes limites. Tu es arrivé à ce constat qu'effectivement, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Oui. Très bien. Alors, effectivement, donc aujourd'hui, tu as pris conscience que c'est un travail de tous les jours. Et alors, justement, moi, ce qui nous intéresse, je pense, à toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est qu'est-ce que tu as pu mettre en place un peu plus concrètement dans ton quotidien par rapport à ça? Une des choses qui a tout changé pour moi, c'était de prendre un coach professionnel. J'avais besoin en fait d'être dans cette transition entre 2 activités professionnelles qui n'ont rien à voir. Et donc, le fait de rencontrer ce coach m'a permis déjà de prendre du recul, de comprendre en fait que c'était pas juste moi qui vivais ça parce qu'à la base j'étais professionnelle de santé, mais que ces difficultés-là, elles étaient communes à toute personne. Partagées par beaucoup. C'est ça. Donc déjà, rien que de comprendre que c'est assez commun et que donc il y a des solutions et que donc il y a des méthodes de travail, c'était déjà un gros step. Ça t'a rassuré? Ouais. Vraiment, ça m'a normalisé et puis ça m'a montré qu'ok, donc il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place. Très bien. Et la deuxième chose, ça m'a permis de réfléchir aussi à ma façon de travailler. Il m'a fait prendre du recul sur mon organisation et il m'a aidé à trouver
ma méthode de travail, ce qui marche pour moi, qui n'est pas ce qui marche pour tout le monde, ni pour mon associée Isabelle. Donc oui, j'ai commencé à prendre le temps de réfléchir à comment je fonctionne en fait. Ben oui. Oui, c'est vrai qu'on est tous uniques de ce point de vue-là. Alors, il y a des méthodes assez générales, des principes de base, mais c'est vrai qu'après, il faut savoir adapter ça à sa personnalité. Il y a des choses qui vont marcher pour toi et pas pour moi, et vice-versa. Et c'était un des gros atouts de ce coaching, et ça l'est toujours, c'était d'apprendre à mieux me connaître. Donc, on a passé beaucoup d'heures de coaching à m'aider à cibler ce qui était mes forces. Et souvent, tu te focalises plus spontanément sur tes faiblesses, entre guillemets, que sur tes forces, alors qu'en fait, c'est des vrais atouts et que c'est vraiment à prendre en compte. Donc, on a passé pas mal de temps à travailler sur ça. Et sur, parce qu'il ne dit pas faiblesse, évidemment, donc sur ce qu'on appelle des saboteurs. Donc, c'est ces petits patterns que tu peux avoir qui reviennent régulièrement, qui te limitent un peu. Et donc oui, pareil, de savoir identifier ça t'aide après à trouver ta façon de travailler et à conjuguer avec, en fait, de se servir des deux. D'accord. Et vis-à-vis de tes proches aussi, j'imagine, parce que là, on parle de l'aspect plutôt professionnel, est-ce que tu as pu mettre en place? Est-ce que dans ta sphère personnelle, tu as mis en place aussi quelque chose de nouveau? Ouais, alors, c'est pas un gros spoiler, mais déjà la communication. Mais en fait, je me rendais pas compte à quel point une vie professionnelle prenante embarquait tous tes proches avec toi, que ce soit famille, amis, couple. Mais en fait, oui, t'embarques, tu fais tes choix professionnels, mais en fait, t'embarques les autres avec toi, parce que forcément, ta vie professionnelle va grignoter sur ta vie personnelle. Donc, le premier truc, ça a été de beaucoup parler avec eux. En fait, cette culture de feedback qu'on utilise en entreprise, j'ai l'impression que tu dois même le retrouver en fait dans ta vie personnelle. Donc, eux m'ont beaucoup aidé aussi à me rendre compte quand je pouvais dépasser un peu les bornes. Ils ont pas mal contribué à remettre un peu d'équilibre là-dedans, parce que ce soit plus sain. Et donc, en se manifestant, tu as compris que cette sphère-là devait aussi reprendre plus de place dans ton quotidien. Complètement. On a une slide, on a essayé de résumer un petit peu ces points que tu viens d'énoncer, parce que tu en as évoqué pas mal. Je crois qu'on la voit à l'écran. Voilà, donc l'idée, c'est donc, le premier, c'est prendre du recul. Toi, tu l'as fait au travers d'un coach, mais ça peut être fait aussi de manière peut-être plus individuelle, en prenant conscience qu'il y a des solutions qui existent. Et il y a pas mal d'ouvrages, d'ailleurs, dans ce domaine. Je crois que on peut le mentionner. Mieux organiser son travail. Et là, au-delà des techniques existantes, comment adapter ces techniques à son profil. 3, apprendre à mieux se connaître. Donc, les deux sont aussi liés. Identifier ses forces, mais aussi ses faiblesses. Ses points faibles, voilà. Ses saboteurs, comme tu disais. Je pense qu'on va y revenir, parce que ça nous intéresse de savoir quels étaient tes saboteurs, voilà. Prendre soin de soi. Donc là, on n'a pas évoqué, mais on reviendra un peu plus tout à l'heure peut-être. C'est cette notion aussi de prendre du temps pour toi. Et puis, la sphère familiale, la sphère des proches. Donc, davantage passer du temps avec eux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat et on y répondra au fil de l'eau avec Valentine. Alors, cet équilibre, en fait, vie pro, vie perso, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la société, il y a une demande, en fait. Je pense, de manière globale, je regardais une stat récente qui a été faite en 2024, là, et qui montrait que 46% des gens interrogés souhaitent avoir davantage d'équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. Donc, c'est quasiment une personne sur deux en France, salariée, employée, active, qui souhaite retrouver davantage d'équilibre. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution dans le paradigme même, dans le rapport au travail. Et peut-être que tu peux nous en dire plus, parce que toi, tu es une génération après moi. Il y a une génération qui nous sépare. Et on voit bien que de génération en génération, le rapport au travail évolue. Oui, on le voit. Alors, qui plus est, je pense que le Covid a joué un rôle là-dedans, mais effectivement, de façon très générationnelle, les paradigmes ont évolué dans le sens où je pense qu'avant, la réussite professionnelle, le côté très carriériste, c'était un vrai vecteur de reconnaissance sociale, de lien social. Et ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à l'inverse, aujourd'hui, notre jeune génération, elle a plutôt tendance à valoriser le fait de s'épanouir aussi en dehors de cette sphère professionnelle. C'est plus du tout un idéal de viser, de travailler jour et nuit et d'être extrêmement carriériste.
ou en tout cas, il y a cette volonté de pouvoir prouver que tu peux avoir une carrière et une vraie ambition professionnelle tout en conservant cet épanouissement personnel par ailleurs. Donc, être ambitieux, oui, mais avec une vie personnelle épanouie. Et donc, ça marche. Ça concerne aussi même des modes d'organisation du travail. On a vu le télétravail prendre de plus en plus de place, certaines entreprises qui adoptent le 4/5e. Enfin, tout ça, ça a pas mal transformé le monde du travail. Et comme tu dis très bien, c'est particulier parce que du coup, on est une génération un peu entre deux. C'est-à-dire que nos modèles d'avant et l'héritage qu'on a, c'est plutôt ce côté travailler, d'avoir des grosses horaires et se consacrer vraiment un peu une idée de méritocratie, tu vois. Il faut se donner et même sacrificiel. C'est complètement sacrificiel. Et aujourd'hui, ça c'est plus ce qu'on pense quand on est de la jeune génération, mais du coup, tu es un peu entre deux. Donc, c'est challengeant, quoi. C'est pas très évident de trouver comment tu te positionnes là-dedans. Même si tu aspires à ce nouveau mode de travail, tu as quand même un peu en tête, en tout cas à titre personnel, moi je le vis pas mal comme ça dans mon association, parce que j'ai l'impression que donc, mon associée Isabelle, elle a travaillé plusieurs années dans le conseil et justement elle travaille dans l'innovation, donc elle aidait les gens à trouver et à comprendre ces nouveaux modes d'organisation du travail. Et donc depuis le premier jour où je travaillais avec elle, je l'ai toujours entendu aspirer à cet équilibre vie pro, vie perso, avoir une vie professionnelle qui ne grignote pas de façon trop indécente sur sa vie personnelle. Elle est à l'origine, elle est assez inspirante pour ça. Elle est à l'origine chez Jean de cette culture. Elle est pour évidemment le télétravail. Elle vise le 4/5e. Il y a vraiment ce côté du coup très sain qu'elle apporte. Et étonnamment, c'est moi qui suis sage-femme et dans la santé, qui ai une vision plus old school. Si je l'avoue, j'ai mis du temps à le comprendre, mais un peu à l'ancienne. Ouais. Alors, je sais pas si c'est ce milieu hospitalier où en fait tu fais des gardes de 12 heures sans avoir le temps d'aller aux toilettes et tu déjeunes à 17 heures et c'est ok. En fait, il y a un côté où t'arrêtes pas et donc est-ce que c'est un peu ça qui a joué aussi peut-être et puis mon héritage parental, bien sûr. Et en tout cas, oui, j'avais ce côté et encore un peu aujourd'hui. Je dois me rappeler régulièrement que non, on n'a pas besoin de faire du 8h 22h et travailler le week-end pour se prouver qu'on travaille suffisamment pour et pour avoir un travail de qualité aussi. Et pour avoir un travail de qualité, oui. C'est pas synonyme d'efficacité. C'est ça. Je sais par exemple dans les pays anglo-saxons, on considère que travailler au-delà de 50 heures doit poser question en fait sur la manière de travailler, sur la qualité de son travail, et donc 50 heures quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est pas tant que ça finalement. Non, ça passe vite. Ça passe vite. D'accord. Donc je comprends bien qu'entre toi et Isabelle, il y a eu vraiment ça pas dû être. Mais c'est intéressant de se confronter donc à cette vision. Alors dans ta sphère personnelle, avant d'arriver sur la partie conseil pratique, vis-à-vis de ton conjoint, parce que tu nous disais que tu avais un conjoint, comment ça s'organise sur la sphère personnelle, effectivement, ça m'a pas mal posé question aussi. Et là encore, en fait, c'est intéressant de voir que Isabelle et moi, on a globalement le même âge à 1 an près. On vient du même milieu social. On est toutes les deux en couple depuis longtemps, couple stable. Et c'est marrant de voir qu'on n'a pourtant pas les mêmes projets court terme. Et là, dans un temps 1, on valorise pas la même chose. Donc pour tout vous dire, Isabelle, elle est plutôt elle va se marier, elle a un projet bébé, ce qui n'enlève rien à son ambition pour Jean. Mais là pour l'instant, elle est bien décidée à mener à bout ces projets-là. Et pas facile de le faire sans culpabiliser justement. Et moi de mon côté, non pas que je dévalorise ma vie personnelle, mais j'ai beaucoup discuté avec elle et beaucoup réfléchi. Et je crois que là dans le moment qui arrive, le temps qui arrive, en fait, j'ai envie de pouvoir me consacrer un peu à Jean. Et donc, c'était des longues discussions avec mon conjoint, notamment, parce que je peux pas le mettre dans une petite boîte et le récupérer quelques années plus tard. Et donc, ça impliquait notamment, à l'âge que j'ai, d'accepter de retarder un peu ma maternité. Donc, c'est des vrais sujets de fond que tu abordes, pas simple. Et pareil, que ce soit Isabelle qui a ces projets-là et qui culpabilise un peu par rapport au monde professionnel, moi, ça va être moins facile d'assumer, de faire des choix qui impliquent de cette façon-là ta vie personnelle.
Donc, c'est marrant de voir, tu vois, on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas les mêmes challenges dans un moment même, mais c'est facile ni pour l'une ni pour l'autre. Et justement, par rapport à ce projet d'enfant, tu as mis en place quelque chose de Ouais. plus… Parce que je me suis dit, si je fais ce choix-là, je Parce veux que le tu as faire 33 sans ans quand regret. même. J'ai 31. À 31, excuse-moi. Ouais. 31 ans, donc il y a effectivement cette, Et cette ce sujet de horloge maternité, biologique. c'est ça. Il y a quand même, puis je suis sage-femme, donc je peux pas ne pas le savoir. Donc il y a le sujet de l'horloge biologique, et du coup, je voulais réfléchir à comment faire ce choix professionnel sans risquer de le regretter. Et j'ai pris une décision qui est de congeler mes ovocytes. Ah, d'accord. Ce qui n'est pas un joker ultime, mais me permet de vivre ce décalage de maternité avec plus de sérénité. Donc il y a vraiment ce côté, j'adapte un peu ma vie. Et tu utilises aussi les possibilités du monde d'aujourd'hui pour pouvoir mieux gérer cette question. Je crois qu'on a une question d'Anne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Valentine, bonjour Eric. On a plusieurs questions. On a deux questions qui sont orientées plutôt travail. Une première de Valérie qui demande comment s'organiser quand on est perfectionniste, comment lâcher prise. Valentine. Ouais. On sourit parce que c'est un peu ce qu'on va raconter après, mais mon plus gros saboteur, comme je le disais tout à l'heure, c'est le perfectionnisme. Alors au début, je trouvais ça honteux de dire ça parce que tu sais, ça fait un peu ce faux défaut. En fait, non, c'est un vrai défaut. Mais non, enfin pas défaut. Mon coach me gronderait. C'est un saboteur qu'il faut prendre en compte. Et donc déjà, il y a un premier truc, c'était d'accepter que c'est aussi une force. Qu'en fait, en plein de choses, c'est extrêmement utile, que du coup, ça nous rend jusqu'en boutiste, que c'est important d'avoir ça dans une équipe, je pense. Oui. Et que dans l'autre sens, quand on sait qu'on a cette tendance, il y a un peu savoir reconnaître les moments où on va trop loin dans le détail, où on met trop de temps sur quelque chose. Et des solutions, il y en a plein. Alors, je ne sais pas si je rentre dans le détail. Mais vas-y, oui, je pense que ça des solutions, il y en a plein. Moi, maintenant, je sais qu'avant, je ne pouvais pas. J'avais tendance, cet ultra perfectionniste pouvait me faire procrastiner. C'est-à-dire que je savais que j'avais besoin d'un vrai temps dédié, un créneau horaire suffisant, dans des bonnes conditions pour me mettre sur une mission, pour avoir derrière un livrable, enfin en tout cas un résultat qui me convenait. Et maintenant, je me force à séquencer ça, à me lancer, même si je sais que je ne vais pas finir, que c'est un premier draft. Donc maintenant, je le fais par petits bouts, mais c'est pas facile, hein, je lutte. J'accepte de démarrer quelque chose qui ne sera pas complètement fini dans un temps 1. Et c'est Isabelle, mon associée, qui me disait qu'il y avait apparemment un mantra qui dit que si tu sors quelque chose sans en avoir honte, c'est que tu l'as sorti trop tard. J'ai encore du mal avec ça, mais je trouve ça… Tu sors quelque chose sans en avoir honte. D'accord. Si tu sors ton produit, c'était en l'occurrence, me donner un exemple de tech, mais si tu sors ton produit sans en avoir honte, c'est que tu le sors trop tard. D'accord. Et donc, il y avait un peu cette Donc, en fait, c'est cette notion qu'on peut lancer une idée, on peut sortir, comme tu dis, à une proposition, un service, sans que ce soit parfait, en fait. Oui. Mais du coup, c'est un peu un travail de tous les jours. Et donc, du coup, en tout cas, oui, moi, ce qui m'a aidé, c'était ce côté accepter de séquencer un peu, de mettre des plus petites plages horaires et se timer, en fait. Du coup, je fonctionne vraiment en deadline aujourd'hui. Tu mesures ton temps, tu t'offres des tranches horaires de quoi ça veut dire que mon Google Agenda est fait maintenant de sorte que je sais que je démarre à telle heure de ce travail. J'ai plus le droit d'y être 3 heures plus tard. Enfin, je me suis fixé à telle heure, je change de sujet et je reprendrai. Mais je me piège, entre guillemets, mais comme ça. Et puis finalement, je me rends compte qu'en fait, en m'y étant mise 1 heure efficace, en fait, il me reste pas du tout 3 heures à faire. Mais je me limite. Et je me mets des deadlines. Ça, c'est un des échéances. je parle. Oui, pardon. Oui, parce qu'on a tendance à faire un peu d'anglicisme. C'est la faute d'Isabelle. Et effectivement, ça veut dire que si je me donne, si j'ai un objectif, si j'ai une mission, je me fixe et je fixe à mon équipe que le rendu sera tel jour à telle heure. Parce que sinon, je suis capable de indéfiniment le reprendre par perfectionnisme. Très bien. Il y a d'autres questions, peut-être, Dan ? Alors oui, il y avait une autre question de Lise à propos du contexte méritocrate que tu évoquais tout à l'heure. Comment faire entendre le trop plein de missions dans un contexte méritocrate ? Oui.
C'est une bonne question. C'est un peu ce qu'on se disait de savoir dire non. Voilà, on pense un peu à ça. Peut-être il y a des manières de dire non. Ouais. Mais tu penses peut-être à autre chose? Non, vas-y. Tu peux développer ce que- Non, on l'a évoqué. On en reparlait juste avec Valentine avant de commencer. Ça fait référence à un atelier qui a eu lieu sur comment mieux gérer son temps pour pas être dans la course. Je crois que c'était l'atelier numéro 4 ou 5. Alors, je ne sais plus. Je vous amène à regarder le replay qui a eu lieu donc en juin, il me semble, juin dernier, et dans lequel notre experte rappelait qu'il y avait plusieurs manières de dire non. Donc, on vous y invite, on les avait notés. Alors, je ne sais pas si on a le temps peut-être juste de les rappeler. Donc, par exemple, propose-moi, par exemple, de te remplacer à une réunion. Alors, Est-ce que, Eric, tu me remplacerais pour la réunion de ce soir? Eh bien, non. Je suis désolé, j'ai déjà quelque chose de prévu. Donc, ça, c'est le premier non. C'est le non sans justificatif. Ok. Voilà. Je vous le dis parce que voilà, Valentine n'avait pas pris connaissance de ces différentes manières de dire non. Donc, on vous les propose aujourd'hui. Repose-moi la même question. Eric, est-ce que tu pourrais me remplacer pour la réunion de ce soir? Alors, oui, je peux te remplacer, Valentine, mais à condition que tu puisses assurer le briefing de l'équipe demain matin. Donc, ça, c'est un oui conditionnel. Vous voyez, on est dans un échange de bons procédés. Oui. Troisième manière de dire non. Valentine. Eric, pourrais-tu me remplacer pour une réunion ce soir? Écoute, je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux faire, mais sans garantie. Donc ça, c'est un oui ou un non reporté. C'est-à-dire, vous ne dites pas non tout de suite, mais vous reportez le non. Voilà. Oui. On temporise et des fois, c'est vrai que c'est de revenir avec un non dans un deuxième temps, ça passe mieux que de prime abord, peut-être. Quatrième manière de dire non. Valentine? Eric, est-ce que tu prendrais cette réunion de ce soir? Écoute, je te remercie d'avoir pensé à moi. Ça me touche, mais comme tu sais, j'ai déjà un engagement avec notre gros client par ailleurs, donc je ne pourrais pas être là ce soir. Celle-là, je l'aime bien, moi. Ouais. Elle est plus facile. Voilà. Donc ça, c'est un non reconnaissant. Donc on reconnaît, voilà, et c'est quelque chose d'un peu flatteur. Et puis la dernière manière de dire non. Eric, est-ce que tu pourrais me remplacer pour la réunion de ce soir? Alors, non, je ne peux pas te remplacer, hélas, pour cette réunion de ce soir. Par contre, je peux t'aider à la préparer. Voilà. Pas mal. Voilà, ce qui est pas mal aussi. Donc, on voulait vous les rappeler parce qu'on trouve que c'est quand même intéressant de savoir et de comprendre qu'il y a peut-être même davantage de manières de dire non. Sinon, est-ce que moi, je peux rajouter un petit truc? Vas-y. Parce que j'aurais tendance à dire que cette histoire de méritocratie, en fait, pour déconstruire, il y a un truc à déconstruire, je pense, mais tu vas me dire ce que tu en penses. C'est qu'en fait, on n'a pas l'air plus méritant et plus efficace si on est corvéable à merci et qu'on dit oui à tout, et que finalement, prouver aux gens qu'on priorise, que justement, on est plutôt fin dans sa façon de s'organiser, qu'on y va étape par étape et qu'on a envie de faire les choses, justement, de faire les choses bien. Je trouve que c'est une façon plus simple de décliner et puis de montrer que non, je peux pas dire oui à tout et non, là, je peux pas être aussi efficace, mais justement, ça serait ne pas être efficace que d'absorber autant de missions. Donc, je trouve que ça déconstruit un peu ce truc de il faudrait pouvoir être une machine de guerre et pouvoir être sur tous les fronts. En fait, finalement, les gens comprennent mieux et je trouve qu'on a l'air plus plus assuré, plus professionnel, ouais. En montrant que non, on y va étape par étape, projet par projet, et qu'on met tout ça sur une roadmap, une chronologie. Donc, justement, je trouve que c'est un truc qu'on déconstruit un peu, quoi. Non, on n'est pas des machines, on ne travaille pas de 8h à 22h, mais par contre, on fait les choses intelligemment. Et on peut prioriser aussi, et oui, tout à fait. J'espère que ça répond à votre question. On va peut-être passer à la deuxième partie sur les conseils un peu plus pratiques. Alors justement, est-ce que je crois que tu as mis en place donc une sorte de méthodologie, enfin un certain nombre de choses qui t'ont semblé importantes. Et on pourrait peut-être commencer par la première, évidemment, celle que tu avais identifiée, qui est évaluer tes priorités et comprendre finalement ce qui était important pour toi. Oui. On en a parlé un peu plus tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Que effectivement, j'ai fait un petit travail, mais que je refais très régulièrement, parce que ça se révise en permanence, de réfléchir tant sur le plan professionnel que sur le plan
personnel, ce qui était important pour moi, ce qui me nourrissait vraiment, et de prioriser tout ça, parce qu'en fait, si on se laisse le choix, on se liste beaucoup de choses, et donc il y a vraiment une question de priorisation. Et donc oui, moi j'ai vraiment, dans ma sphère professionnelle, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui me nourrit le plus. Donc à titre personnel, par exemple, dans mon métier aujourd'hui, ce qui me nourrit le plus, c'est de passer du temps avec les praticiens qui travaillent chez Jean. Du coup, je me suis dit, pour supporter ce rythme, pour supporter tout ce travail, ma condition, c'est que tous les jours, je veux être en contact avec eux, je veux passer dans le centre. Donc bon, bien sûr, il y a de temps en temps des jours où j'y suis pas, mais je me suis dit, voilà, ma priorité, c'est de garder toujours ça. Je veux mon fil rouge, c'est mes praticiens, c'est ce côté très médical de ce que je fais. Et donc, du coup, ça, je l'ai remis au quotidien dans mon agenda. D'accord, parce que ça te nourrit. C'est ça qui me nourrit. Et donc, c'est ça qui me permet de tenir le reste. Ah oui. Et c'est ça qui me rappelle la raison d'être de pourquoi je travaille. Oui, très, très bien. Je comprends. Deuxième point, se fixer des limites. On en a parlé aussi à l'instant, mais établir des frontières claires, ça participe aussi énormément à ton équilibre. Moi, ça m'a vraiment changé la vie sur des trucs très concrets, très pratico-pratiques. Mais comme mon cerveau avait du mal à décrocher quand je rentrais chez moi le soir ou le week-end, et justement, j'avais ce côté très corvéable à merci, toujours joignable pour les praticiens, les gens de mon équipe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nouveau téléphone. C'est même pas une nouvelle ligne, c'est que j'ai acheté un téléphone pro, parce que nouvelle ligne, ok, tu as un nouveau numéro, mais par contre, pour tout ce qui est mail, WhatsApp, etc., tu as quand même tout sur le même téléphone. Oui, parce qu'il y a des téléphones qui permettent d'accueillir deux puces. C'est ça, tu peux mettre deux puces. Mais en fait, non, j'ai compris qu'il me fallait un téléphone perso, un téléphone pro. Et du coup, ça fait que le soir et le week-end, si je décide que je déconnecte, mon téléphone pro reste à la maison, et mon téléphone perso, je me suis interdit de donner mon numéro à des gens de la sphère professionnelle. Et c'est tout bête, mais ça m'a radicalement changé le quotidien, parce que non seulement ça me permet de plus être dérangeable, mais j'étais mon propre ennemi. Ça veut dire que même moi, je me faisais happer assez facilement par mes notifications. Bien sûr. Et j'ai poussé le truc jusqu'à le faire aussi sur mon ordinateur. C'est-à-dire que même sur mon ordinateur, j'ai 2 sessions. J'ai ma session pro, ma session perso, parce que sinon c'était trop facile de voir attraper un petit mail qui passe. Perso, mélanger. Donc du coup maintenant les frontières sont claires. Je sais quand mon cerveau accepte de se connecter sur le pro et inversement. Oui, c'est intéressant de voir que finalement on remet en place des dispositifs que nos parents avaient naturellement, puisque eux, quand ils quittaient le monde du travail, ils laissaient derrière eux toute la sphère, parce qu'il n'y avait pas encore les smartphones, les ordinateurs, etc. etc. Et on voit bien que c'est un vrai besoin essentiel et presque biologique. Complètement. Alors, il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est cette notion de planification que tu refais assez régulièrement, je crois. Oui. Et donc, tu planifies assez dans ta journée, ou comment ça marche? En fait, je le fais déjà tous les vendredis soirs. C'est-à-dire que avant de fermer mon ordi et d'être capable justement d'avoir un cerveau qui déconnecte, j'ai vu la valeur, en tout cas ce qui marche pour moi, mais la valeur de planifier ma semaine suivante. Donc j'ai ma to-do de la semaine d'après, et je l'organise, et j'organise vraiment ça dans mon agenda. Ce qui déjà me permet de sentir que je vais avancer à un bon rythme, et de fermer mon ordinateur à la conscience tranquille. Et je me souviens qu'on m'avait dit 10 minutes de planification, ça vaut 100 minutes passées à effectuer des tâches. Et c'est vrai que c'est un peu la sensation que ça te donne. Donc je le fais le vendredi soir, mais je le refais régulièrement dans la semaine. Parfois, on se sent surmené et stressé. Et en fait, le fait de se poser et de juste organiser, reprioriser, réorganiser son agenda et sa petite roadmap, ça permet de mettre l'esprit au clair et de se rassurer, en fait, de prendre du recul et de se rendre compte que non, c'est bon, on arrive à mettre tout ça dans des cases. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais au moins le vendredi soir, mais même assez régulièrement. Mais c'est vrai que le faire le vendredi avant le week-end, c'est une bonne idée. Moi, ça marche vraiment bien. Ouais. Pour justement désamorcer un peu la charge mentale et pas être tenté pendant le week-end, comme certains, puisque tu me parlais de cette interview que tu as entendue du fondateur de Doctolib, qui dit qu'il travaille le dimanche. Alors lui, ça lui pose pas de problème. Voilà. Mais, il est à l'aise avec cette idée. Voilà. Absolument. Voilà. Donc pour éviter de trop travailler, de dépasser ces 50 heures, c'est une bonne astuce, cette planification. Alors,
D'accord. Donc, on a vu aussi l'importance de dire non. On n'y reviendra pas. On va prendre vos questions à la fin de cette liste. Restez flexible. Rester flexible, indispensable. Alors, c'est ce côté dans la vie professionnelle, on peut pas non plus trop drastiquement dire moi à partir de telle heure je suis plus disponible et puis non en fait mon agenda est fait de telle sorte donc je peux pas t'immiscer là-dedans. En fait de toute façon c'est pas possible, donc oui il faut accepter de rester flexible et du coup c'est toujours cette jauge qu'on doit se fixer de qu'est-ce que j'accepte de bouger, à quel point j'accepte d'être flexible. Mais ça me semble indispensable de garder une petite souplesse, une petite agilité pour que cette hygiène de vie, cette rigueur, elle soit tenable pour soi-même et pour les gens avec qui on travaille. Pour ton associé, en l'occurrence. Et en l'occurrence, oui, moi j'y pensais pour mon associé. On s'est mis d'accord sur de temps en temps, oui, on va s'appeler sur ce temps qui était censé être du temps off. Et de temps en temps, en plus, on a un métier très opérationnel, on a des centres physiques, donc de temps en temps, il va falloir y aller le soir parce qu'il y a un souci, le week-end, et avoir trop de rigueur, être trop strict sur cet équilibre vie pro vie perso peut à l'inverse se mettre en souffrance, je trouve. Ouais. Donc accepter de mordre un peu sur son agenda perso, en sachant que tu vas pouvoir retrouver ça, rééquilibrer ça en compensant par peut-être un moment de pause plus long ou ce genre de choses. Alors, 5e point, il nous en reste encore 3, voilà. Communiquer ouvertement et régulièrement. Donc, j'imagine avec Isabelle, ton associée, mais avec l'ensemble de ton équipe et peut-être aussi avec ta sphère personnelle. Et complètement avec ma sphère professionnelle. Personnelle, voilà. Alors, l'idée, c'est vraiment ce qu'on apprend en entreprise avec la culture du feedback, mais en fait, de l'avoir aussi… feedback, retour d'expérience, je dis, parce que, évidemment… Pardon, voilà. qui suis-je devenue mais oui… c'est le b.a.-ba des relations humaines, la communication, mais il y a vraiment cette idée de en permanence pouvoir rediscuter de qu'est-ce qui est en ce moment la priorité, qui se sent lésé par quelle situation, dans les deux sens. Ça peut être à titre professionnel, on trouve que la vie perso, là, nos proches ont trop d'attentes par rapport à ce qu'on est capable de donner, donc ça se re-challenge. À l'inverse, parfois, c'est eux qui peuvent nous reprocher de mettre trop d'énergie dans cette vie pro et de ne pas en avoir assez pour eux. Donc, c'est vraiment en permanence reparler de tout ça et décider de terrains d'attente communs. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, quels sont les besoins les plus essentiels qu'on peut assouvir des deux côtés. D'accord. Moi, j'avais une question par rapport à cette vie perso et à ta sphère perso. Est-ce que tu mets en place une règle à ne pas parler boulot vis-à-vis de ton conjoint? Je dirais, je sais pas, passer le dîner à partir du moment du dîner ou… Est-ce qu'il y a des règles comme ça? Alors, oui, que j'ai vite compris parce que lui-même, il est entrepreneur et quand il rentre le soir, il voulait plus entendre parler de tout ça. Et donc, à la base, il avait comme compagne une sage-femme. Donc, au moins, l'avantage, c'est que je lui parlais d'autres choses le soir. Quand je me suis mise à moi-même parler de mes considérations entrepreneuriales, j'ai senti que ça devenait compliqué. Et à l'inverse, moi, comme tout était nouveau, j'avais beaucoup besoin d'en parler. Donc, du coup, on se crée un peu des moments. Maintenant, on sait quand est-ce que on a besoin d'échanger là-dessus et quand est-ce qu'on décide qu'on met notre casquette professionnelle vraiment à part. Et puis, c'est aussi ce que m'a permis de faire le fait d'avoir un coach, des mentors, d'avoir plus des moments dédiés où je vais vider mon sac et parler de tout ça, pour pas que le couple devienne un peu cette occasion de vider son sac, tu vois, sur ce stress, cette pression. Donc, du coup, je choisis mes moments et je choisis aussi quels sont mes interlocuteurs pour pas que ce soit systématiquement lui. Ton conjoint, bien sûr. Très bien. Un point qui nous paraît important. Alors, la notion de la perfection, on l'a vu tout à l'heure. On va peut-être pas y revenir parce que, mais c'est vrai que c'est cette notion de perfectionnisme. Alors, donc, pour toi, c'était effectivement ton plus gros saboteur. Donc, c'est bien de le savoir. Moi-même, j'ai aussi cette tendance. Donc, un travail à mener au long cours. Et peut-être le dernier point de cette liste, c'est réévaluer régulièrement cet équilibre dont on parle. Oui. Pas avoir peur de… En fait, il n'y a pas d'équilibre ultime. Il y a l'équilibre du moment M pour une personne P, mais en fait, c'est quelque chose à reconsidérer
en permanence. Moi, je suis très consciente que l'équilibre que j'ai décidé d'avoir en ce moment sera sûrement pas le même dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. C'est même un peu rassurant. Hein. Oui. Tendance à dire que heureusement que c'est mouvant et qu'on a l'occasion de repenser ça, de réajuster. En parce que nous-mêmes sommes des êtres vivants, donc en évolution permanente, en changement permanent. Ouais. Et donc, on doit prendre ça en ligne de compte. Alors, justement, on a une slide qui résume un petit peu cette point de liste essentielle que Valentine a énumérée et qui apparaît maintenant à l'écran. Donc, vous pouvez en prendre connaissance, mais c'est toujours bien de les avoir à l'esprit, je pense. Est-ce que justement, nous, on avait une question à vous poser aussi. Hein. Alors, je ne sais pas, Dan, il y a peut-être des questions, mais on avait quand même une question, c'est justement quelles sont à vous vos priorités pour justement trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Ça nous intéresse parce qu'on en a évoqué un certain nombre avec toi, Valentine. Oui, on est toujours preneur. Mais voilà, on est toujours preneur. Donc, si vous avez d'autres astuces, voilà. Alors, on va revenir donc sur la sphère professionnelle et peut-être les astuces plus professionnelles que tu as pu mettre au quotidien chez Jean. Est-ce qu'en attendant quand même, Dan, est-ce qu'il y a une question peut-être Il y a pas mal de questions, oui. Et, peut-être plus autour de la charge et la capacité à la gérer. 2 questions qui se rejoignent quelque part. Je vais les poser en même temps. Une de Christelle qui demande comment avoir un équilibre vie pro vie perso en étant auxiliaire de vie avec une amplitude horaire de 12 heures par jour du lundi au vendredi. Et Nadia qui dit comment gérer sa frustration lorsque l'on n'a pas beaucoup de temps dans sa vie perso. Les 12 heures, je m'y reconnais pas mal puisque c'était ma vie d'avant. Je pense que du coup, très humblement, mon conseil, ça serait de réfléchir à... Ces 12 heures sont ces 12 heures, de toute façon, elles seront consacrées à ce métier. Mais du coup, ça va aussi avec des temps off qui sont des temps que n'ont pas les gens qui travaillent en 8 heures du lundi au vendredi. Et donc, du coup, vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire de ces temps libres. Et effectivement, moi, j'ai ce souvenir que du coup, sur mes repos de garde, j'avais pas vraiment de programme établi, j'avais pas vraiment réfléchi à ce qui pouvait me nourrir comme activité extrascolaire, hein, entre guillemets, sur ces temps-là. Et donc, du coup, c'était beaucoup de temps que je passais à me reposer, à récupérer. Mais certes, on récupère physiquement, mais pas tant, on se nourrit pas d'autre chose. Et du coup, j'aurais tendance à dire que ça demande un petit travail de réfléchir ce qui nous nourrit en dehors du travail. Même, et j'aurais tendance à dire que quand moi, je m'étais trompée là-dessus, mais je l'ai réalisé que cet été, quand on a des travails comme sage-femme ou auxiliaire de vie, on a l'impression que ce qui nous nourrit, c'est l'humain. Donc, c'est déjà un métier un peu passion. Mais je crois que c'est se tromper finalement et qu'en fait, on a tous besoin d'avoir un cerveau nourri par d'autres choses, des activités créatives. Et justement, quand en plus on est dans des métiers qui sont des services à la personne, on donne tellement de sa personne déjà dans ces moments-là qu'en fait, des moments plus égoïstes, mais des moments d'épanouissement strictement personnel, c'est extrêmement nécessaire. Et moi, c'est ma mission du moment. Donc, moi, mon coach m'a laissé 1 mois pour tester 5 choses, pour voir dans quoi je pouvais me ressourcer autrement que dans le côté santé. Justement, qu'est-ce que tu as identifié alors ? J'ai identifié, pas tout testé. J'ai réfléchi à une activité sportive. J'ai découvert que je savais dessiner. Donc du coup, j'ai décidé de dessiner. Je me suis toujours dit que j'avais pas le temps de lire, mais au lieu de me plaindre de pas avoir le temps de lire, je me suis dit que j'allais me trouver des moments consacrés à la lecture. Ouais, je me suis trouvé plein de petites choses et du coup, je pense que des créneaux de travail comme des 12 heures et une mobilisation qui nous prend vraiment au cœur parce que c'est des métiers humains peuvent être supportables que si par ailleurs on a ses propres moments pour soi. Et ça répond peut-être aussi à la deuxième question sur la frustration. Puisque cette frustration, je sais pas, hein, mais moi je pense que je l'ai ressenti aussi, c'est de se sentir finalement à tout donner dans une activité professionnelle et sentir vraiment que sa vie d'être humain en pâtit. Oui, puis ça crée même un sentiment d'injustice. Voilà. Moi, j'avais vraiment ce côté de je me donne tellement et en fait c'est sans fin et en fait est-ce que je suis en train de gâcher mon temps et moi comment je m'y retrouve et en fait oui même constat de prendre le temps de réfléchir ce qui est important pour nous et ne pas se laisser le choix, ne pas laisser le choix aux autres, mais en fait si nous on impose ça, d'avoir ces moments qui sont à nous, pour nous, bien calés dans l'agenda,
les gens vont en fait, si par ailleurs on fait bien notre travail, les gens vont nous laisser le faire. Donc la frustration, j'aurais tendance à dire que c'est nous qui la laissons grandir et en fait on la nourrit cette frustration, d'autant plus quand on est un peu zélé et que on a cette impression que on devrait en faire toujours plus. C'est d'abord nous qui nous laissons pas le temps. Ouais. Ce qui est quand même, c'est sûr, c'est un vrai travail sur soi et voilà, on compatit évidemment avec cette sensation parce qu'on l'a vécu, on la vit encore. On la vit encore. Ouais, moi je la vis encore aussi, ça m'arrive. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'on partage. On va reprendre peut-être des questions d'Anne, mais je voudrais juste regarder avec Valentine pour finir. Au sein de ton entreprise, qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place? Alors tu me disais que c'était aussi très important, par exemple, de bien savoir s'entourer. Et pourquoi c'est important? C'était le premier conseil qu'on nous avait donné et on se disait, ça fait un peu post-LinkedIn assez basique dans l'entrepreneuriat, bien savoir s'entourer. Et en fait, non, c'est clairement le meilleur conseil qu'on nous ait donné. Il y a deux façons de s'entourer, mais il y a déjà dans la sphère professionnelle, je trouve que trouver, alors ça peut être un coach, un mentor, des gens qu'on trouve inspirants dans le même écosystème que nous, mais s'entourer de gens qu'on peut appeler quand on veut, avec qui on peut prendre un café, qui peuvent être de vraiment bons conseils, qui ont peut-être plus d'expérience, plus de recul, plus de maturité. Moi, je trouve ça mais d'une force et je crois, pour le coup, avec beaucoup d'humilité, mais que Isabelle et moi, là où on a notre plus grande force avec Isabelle et moi, ça a été de savoir nous entourer. Donc, on a des investisseurs, on a notre collectif de soignants, on a des mentors, on a tout un des incubateurs. Toi, tu as ton coach aussi. J'ai mon coach, on a des incubateurs et en fait, on passe notre temps, on n'a aucun scrupule à décrocher notre téléphone et à demander aux gens de nous aider, de prendre du temps pour nous, etc. Donc j'aurais dit ça et puis même à titre plus quotidien, et c'était d'ailleurs toi qui m'avais inspiré ça, mais choisir aussi un peu avec qui on a envie de travailler. C'est important en fait d'être à l'aise avec les gens qui constituent notre équipe, avec les gens avec qui on travaille au quotidien pour rester motivé, c'est extrêmement important. Bon, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et c'est pas toujours donné à tout le monde. Choisir. Là, dans le cadre de l'entrepreneuriat, tu peux. J'ai monté mon entreprise, je avec qui je travaille, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais on sent bien que cette dimension humaine et relationnelle, elle est fondamentale. Ouais. Et puis, dernier point, c'est aussi s'entourer à titre personnel. Je trouve quand même que en tout cas moi à titre personnel, le côté entrepreneurial m'a fait quand même un peu me rapprocher de certaines personnes et m'éloigner d'autres personnes dans ma vie personnelle. Et en fait, ça compte de choisir un peu qui nous ressource et au contraire qui ne nous fait pas du bien. Alors, et d'autres choses, on reprend un petit peu. Alors, comprendre son fonctionnement au travail, ça, on l'a vu, mais tu as effectivement, toi, fait ce travail. De comprendre tes forces, tes faiblesses. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Définir sa priorité, ses besoins. Hein, ça, on l'avait évoqué aussi. Mais au sein de Jean, voilà, concrètement, aujourd'hui, tu as une vision assez claire de ce qui se passe. Hein. Enfin, pour le moment. Pour le moment, voilà. Réévaluable à tout moment, à tout instant. Mais pour l'instant, oui, on communique beaucoup avec Isabelle et avec les gens de notre équipe pour comprendre vraiment de quoi on a besoin, où sont nos prios. Très bien. Il y a un point qui peut-être auquel on ne pense pas toujours, c'est être à l'écoute de ses émotions. C'est cette partie émotionnelle qui rejoint peut-être la question que nous a posée sur la frustration, hein, parce que la frustration, c'est une émotion. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'effectivement, il y a toute une étape qui consiste à ne pas renier ces émotions-là et les accepter. En fait, cette frustration, elle est là et elle reflète forcément quelque chose. Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est un problème de communication en interne avec l'équipe? Est-ce que c'est le sentiment de ne pas être écouté? Enfin, il y a forcément quelque chose derrière. Et du coup, au lieu de s'en vouloir, d'être frustré et de mettre ça un peu sous le tapis, il y a vraiment ce côté prendre le temps d'y réfléchir, d'accepter cette sensation, elle est là. Enfin, de fait, c'est nos émotions, elles existent. Ah oui, on ne peut pas s'en extraire. C'est ça. Et donc, du coup, c'est plutôt comment je joue avec et comment je pars de ça pour comprendre ce que je peux améliorer derrière et de ne pas culpabiliser de ce qu'on ressent. En fait, souvent, si on les écoute et quand on en parle avec les gens avec qui on travaille, on trouve des solutions pour les… En fait, il y a aussi, comme tu dis,
cette prise de conscience que derrière une émotion se cache un besoin. Oui, exactement. Donc, c'est en fait passer l'émotion, comprendre quel est mon besoin. Hein, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que j'ai pas la reconnaissance que je considère que je devrais avoir au regard du travail que j'ai fourni, par exemple, etc., etc. Donc, essayer quand même de dépasser les émotions fondamentales, hein, qu'on rappelle qui sont la tristesse, la peur, la colère et la joie, fondamentalement. Il y a le dégoût, on dit qu'il y en a 5 maintenant avec le dégoût. Bon, voilà. Mais donc, voilà, voir ce qui se cache derrière la colère. Et des fois, derrière la colère, il peut se cacher aussi la peur. Hein, on est en colère. Moi, je sais que les hommes, par rapport à la peur, ont tendance à aller assez vite vers la colère, une manière de se défendre, entre guillemets. Donc, essayer de comprendre, de décortiquer un petit peu ce qui se cache derrière une émotion. Bien sûr que c'est important parce que ces émotions-là, si on essaye de les mettre sous le tapis et qu'on les écoute pas, en fait, ça nous met en tension. Enfin, je trouve que c'est vraiment... En fait, ça devient physique, quoi. Tu sens tes tripes qui se nouent. C'est un sentiment d'agacement. Donc, autant prendre le temps de le traiter. Ouais. C'est assez puissant. Puis, je suis très, très alignée sur le fait que ça veut toujours dire... Il y a toujours un besoin derrière. Et ce besoin, une fois qu'on apprend à le formuler, c'est aussi savoir prendre le temps de se le formuler à soi-même pour savoir le retranscrire à ses équipes. Mais c'est un des premiers trucs que j'ai appris. Ça m'arrivait souvent. L'association, c'est quand même quelque chose, c'est comme un couple. Donc, c'est quelque chose de très dur. On est 2 personnes différentes avec des visions différentes. Donc, du coup, ça crée des frustrations, d'agacement. De l'autre pense pas pareil, fait pas pareil. Et moi, ça m'a pris 3 ans de comprendre que, en fait, quand je reconnais ce moment d'agacement, de frustration, il faut que je me demande pourquoi. Je me l'écris. Maintenant, je me l'écris, je prends le temps d'y réfléchir. Et ensuite, j'apprends à comment le formuler pour que ce soit bien perçu par mon associé et qu'on puisse en discuter. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je m'en fais une montagne, mais encore maintenant, j'ai toujours cette étape où je m'en fais d'abord une montagne. Je l'écris, je lui dis, et une fois que je lui dis, je me rends compte que ce n'est finalement pas un sujet. Et il faut désamorcer tout ça. C'est ça, ouais, le dégonfle, enfin le ballon se dégonfle et finalement. Mais c'est sûr que pouvoir écrire les choses et les dire, c'est une manière de s'en débarrasser et de les désamorcer, comme tu dis. Dan, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être tout à l'heure, tu as évoqué qu'il y avait aussi une autre question, je crois. Alors, on a aussi des témoignages que je voulais vous partager, parce qu'il y a des solutions, hein. Il y a des choses mises en place. Emmanuel qui nous dit « Mon équilibre est retrouvé depuis que je coupe complètement le professionnel le week-end. Maintenant, je prends vraiment un jour de repos par semaine en plus du dimanche. Et du coup, je suis plus dispo en revenant le lendemain. » Et il y a Lise qui nous donne un autre tuyau qui est une petite astuce mentale assez forte. Personnellement, je change de vêtements dès le seuil de mon domicile, le changement de costume pour changer de rôle. Très intéressant, très pertinent. On garde ça. Hein. Mais c'est vrai que ça nous parle, je pense, à toutes et tous. Il y a peut-être un dernier point sur lequel on peut conclure, parce que je vois que le temps passe. Valentine, c'est aussi cette notion de bienveillance vis-à-vis de soi-même. On n'a pas beaucoup parlé, enfin, on a un peu évoqué ces moments de pause, etc. Mais qu'est-ce que toi, tu as mis en place, justement? Je trouve que le cerveau humain a un peu tendance à se focaliser sur ce qui ne marche pas et sur les émotions négatives. Et du coup, c'est un peu une rigueur et une hygiène de vie d'arriver à se focaliser sur ce qui fait du bien, ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit. Et donc, et être capable de célébrer les petites victoires, de se rappeler régulièrement ce qui a bien fonctionné, ce qu'on a bien réussi à faire, ce dont on est fier. Et pour un exemple, c'est vraiment notre exemple à nous, mais avec Isabelle, mon associée, on s'est créé un canal de discussion qui s'appelle Avalanche de kiff, et on s'envoie toutes les deux les extraits de messages qu'on reçoit, les retours de patientes, de praticiens, et même parfois on s'envoie même ce que nous on s'est envoyé dans un autre canal de discussion. On se dit là on va le mettre ici. Et quand on a besoin de se remémorer un peu pourquoi on fait tout ça et qu'on a besoin de se donner un peu de baume au cœur, on sait qu'on a ce canal. Et à titre perso, j'essaye de pousser encore, sur les conseils de mon coach, mais j'essaye de pousser encore un peu plus le concept. Et je me suis acheté un livre d'or. Et donc, du coup, dans un livre, j'imprime. Donc, ça me demande un peu plus de temps, mais justement, ça me donne la sensation de prendre le temps pour ces choses-là. Et j'imprime des photos,
des retours, ça peut être des captures d'écran. Et je me fais ce livre d'or de choses qui me font du bien. Très belle idée. Ouais. Le livre des succès, finalement, parce qu'on a tendance à retenir que les échecs, que ce qui ne va pas. Et bien souvent, on oublie tout ce qu'on fait de bien. Écoute, merci beaucoup, Valentine. Je crois qu'il y a une question d'Anne, j'ai vu. Alors, oui, une dernière question qui est sans doute intéressante parce qu'elle nous vient de Valérie qui nous demande: avez-vous un livre à recommander pour l'organisation entre son travail et sa vie professionnelle? Et que penser des to-do list? Alors, je ne sais pas si on peut parler du livre de David Allen, S'organiser pour réussir, par exemple, qui est un best-seller. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Tout à fait. Toi, Valentine, est-ce que tu as un ouvrage de référence sur l'organisation? Je vais être hyper honnête, on m'en a envoyé plein et j'en ai lu très peu. J'ai lu plein, par contre, de petits... J'ai écouté beaucoup de podcasts, ça c'est vrai. Sur des méthodologies de travail ou sur des entrepreneurs dont j'aime bien les entreprises qui racontent un peu comment ils ont fait. Donc ça. Donc sur Internet, il y a déjà une source. Il y a une source d'information. Et j'allais dire quoi d'autre? Et non, je ne sais plus. Podcast, livre. Non, j'ai pas un. Donc, tu as lu plusieurs choses. Mais bon, et puis après, moi, c'est vrai que c'est mon coach qui me nourrit. Il m'envoie en permanence des articles qu'il trouve pertinents. Et il me fait faire 1000 et un tests de personnalité pour arriver à bien comprendre quelles sont mes forces et ses saboteurs, ses priorités, les rôles que j'ai envie de mettre en avant dans ma vie. Et ben ça, il m'a envoyé de très nombreux tests qui font réfléchir. Oui, on se rend compte que finalement, on se connaît en fait assez mal. Mais c'est vrai que le livre de David Allen que Dan vient de mentionner est intéressant pour mieux gérer son temps. Alors, certainement, c'est un livre qui est ancien, parce qu'il date des années 80-90, donc il a 40 ans, mais c'est quand même un best-seller. Et il y a pas mal de petites astuces pour gagner du temps, pour optimiser son temps. Et je pense aussi à cette phrase du docteur Olivier Coudron qui dit plus on prend de temps pour soi, moins on en perd. Et donc, c'est cette notion aussi de prendre du temps par des pauses, par des moments qui nous font du bien, par les rencontres avec des gens inspirants. Tous ces moments qui, de l'extérieur, peuvent paraître des pertes de temps, sont en réalité des moments de ressourcement, de régénération et de nouvelles idées aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les nouvelles idées, être créateur, avoir une solution à un problème qui apparaît, elle se fait souvent, cette prise de conscience, et cette solution apparaît souvent en dehors du contexte dans lequel le problème est apparu. Donc, et ça se fait en allant marcher, en allant prendre une pause, en allant prendre un café avec quelqu'un. Voilà, l'idée, la solution apparaît. Donc, plus on va prendre du temps pour soi, finalement, moins on va en perdre. Voilà. C'est un livre, c'est plus développement personnel, mais pour le coup que j'ai dévoré, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Ah oui. Qui t'apprend aussi à profiter du moment présent, de ne pas tout le temps penser à la suite. Oui, parce qu'il y a finalement, il ne faut pas oublier, on se projette dans l'avenir, un avenir un peu anxiogène, un peu angoissé, avec tout ce qui nous attend, tout ce qu'on a à faire, un passé sur lequel on a tendance à avoir un regard un peu négatif, comme tu le rappelais, alors que on est ici et maintenant, donc c'est vraiment être ici et maintenant. Et c'est ça c'est ça la vie. Sinon, on passe à côté de notre vie finalement si on n'est pas là à vivre ce qui se passe. Donc voilà, je crois que on en arrive. Je vois 13h30 quasiment. Peut-être une toute dernière question, s'il y en a une, Dan. Alors, il n'y a pas vraiment, non, il n'y a pas vraiment de question. Il y avait juste un dernier petit commentaire, effectivement, une remarque. De quelqu'un qui disait que toute notre vie n'est que planification, vie pro, vie perso. Ouais. Et ça, c'est philosophiquement discutable. Je sais que moi, dans mon couple, ça a été un vrai sujet. Quand j'ai commencé à apprendre un peu tout ce concept de planification, j'étais un peu grisée par le concept et du coup, je lui disais un peu que je pensais que même dans notre vie perso, on pourrait un peu plus planifier. Et il m'a dit, notre vie n'est pas un Excel. Et il se refuse de planifier notre vie perso. Donc, je sais que ça se discute. On pourrait y passer 3 heures sur ce sujet. Bon, écoute, merci beaucoup Valentine pour ce témoignage.
Merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés et avoir participé à ce webinaire. Adeline, on vous rend la parole. Ouais, merci Valentine et Eric de nous montrer l'importance de prendre soin de soi, prendre du temps, vivre l'instant présent et savoir aussi lâcher prise et pas être planifié dans un fichier Excel. Donc merci, on va clore donc cette rencontre. Merci à tous pour votre participation et ces échanges. On vous a envoyé aussi un questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous de récolter aussi votre avis. Donc merci d'y répondre. Et vous avez aussi un lien d'inscription pour les prochaines conférences qui est disponible dans le fil de discussion. Et on vous enverra le replay du webinaire à la fin en fait de la conférence. Et je vous rappelle également que vous avez aussi des fiches conseils dans l'application, dans la touche Apps téléchargeable à droite de votre écran. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vendredi et un bon week-end pour prendre soin de soi. Merci. Bon Au revoir, bon week-end.